C'est parti, bon webinaire. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé sur le thème des enjeux du dialogue social en 2021. Donc, pour animer ce webinaire, nous avons donc l'honneur et le plaisir d'avoir Maître Michael Hayat parmi nous et moi-même. Donc Jean-Christophe Cicile. Alors peut-être, Maître, je vous propose de vous présenter ainsi que votre cabinet dans un premier temps. Merci Monsieur Cicile. Donc je suis Maître Michael Hayat, je suis avocat au sein du cabinet SDA Avocat. Mon cabinet est un cabinet d'experts en droit du travail. Et pour ma part, je suis donc avocat en droit du travail, je suis conseiller prud'homme, je préside la première chambre des activités diverses à Paris. Je suis un ancien DRH et par ailleurs, j'ai été le délégué aux affaires sociales de la Fédération Syntec pendant un certain temps. Voilà, je résume, il y a d'autres choses, mais je pense que déjà, ça suffira. On est là pour parler d'autres choses. Voilà. Merci Maître. Et moi-même, je suis Jean-Christophe Cicile, je suis consultant SIRH et un des directeurs d'Altaïs. Alors, je vous propose tout de suite de démarrer cette présentation. Alors, avec une très courte présentation et introduction d'Altaïs, peut-être vous ne connaissez pas en fait notre entreprise. Alors, nous sommes éditeurs de solutions digitales qui ont vocation à traiter des sujets du dialogue social, notamment, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, et des sujets de digitalisation des process RH. Et on a vocation à couvrir toute la chaîne de valeur du talent management en partant du recrutement, c'est-à-dire les offres et les candidatures, et ainsi que les problématiques liées à la marque employeur, et en allant jusqu'aux problématiques de digitalisation de la rémunération, en passant par l'évaluation dans son acception la plus large, puisqu'on va traiter des entretiens annuels, des entretiens professionnels, de la gestion des compétences, des people reviews, de la mobilité et des plans de succession. L'idée, c'est d'apporter en fait des services à valeur ajoutée au management et au métier afin qu'ils aient des outils de pilotage et de suivi temps réel de leurs activités et dans le but d'augmenter et de contribuer à augmenter la performance individuelle et collective de l'organisation. Le deuxième domaine que nous couvrons, c'est un domaine lié à la digitalisation des relations sociales dont on va parler aujourd'hui, et on a vocation à apporter aux organisations, quelle que soit leur taille d'ailleurs, une BDES numérique, et également les sujets liés à la digitalisation des heures de délégation des élus du CSE. Là encore, c'est un sujet éminemment réglementaire qui s'est bien complexifié ces dernières années. Voilà, donc concernant Altaïs, nous sommes une entreprise d'une cinquantaine de collaborateurs et nous comptons aujourd'hui plus de 400 clients issus de tous les secteurs d'activité, alors de grandes organisations comme LVMH, EDF, SNCF, RTE, Galeries Lafayette, etc., mais également de plus petites organisations, des entreprises de taille intermédiaire, voire des PME qui ont des problématiques liées aux relations sociales. On pourra également évoquer aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet de ce webinaire aujourd'hui et peut-être de vous donner la parole, Maître, afin que vous puissiez, avant de rentrer dans le sujet du moment, en fait, parler des enjeux du dialogue social en 2021, vous puissiez, en fait, faire un petit détour historique et nous rappeler les grands jalons, justement, historiques du dialogue social en France. Maître, merci. Merci Monsieur Cicile. Oui, lorsque vous m'avez contacté pour cette présentation, vous m'avez demandé de rappeler rapidement l'origine du dialogue social en France, de manière à ce que le contraste avec la numérisation de ce dernier, ce qui est votre spécialisation, soit évidente. Alors, j'ai simplement repris l'histoire du droit du travail telle que nous devrions tous la connaître. Nous savons tous que le droit du travail a démarré au XIXe siècle. Puis-je vous demander de passer le slide suivant, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Attendez, excusez-moi. Je vous en prie. Et encore le suivant. Alors, voilà. Merci beaucoup. Donc, nous savons tous que le dialogue social a démarré, comme vous pouvez le voir sur cette petite image, de manière un peu complexe, puisque en France, à l'origine de la Révolution française est une idée qui est l'idée que finalement chaque
chaque Français est un citoyen à part entière, vous le savez, tout le monde sait que la Révolution française, c'est l'avènement de la notion de citoyen, et donc le citoyen n'a pas besoin ni d'avoir une corporation, ni d'avoir une représentation, ni d'avoir finalement des personnes intermédiaires entre lui et l'État. Bon. Simultanément, il y avait un raisonnement économique et philosophique en France au XVIIIe siècle qui était le raisonnement que je pense certaines personnes connaissent, est un raisonnement qui relève de l'idée, ce sont les physiocrates, c'est un raisonnement qui consiste à dire qu'on doit laisser faire, on doit laisser passer, les choses se régulent naturellement. Turgot en est évidemment l'image la plus évidente. Ceci fait que, je vais très vite, mais ceci fait que nous avons supprimé en France tous les intermédiaires entre le citoyen et l'État. Rousseau disait que la volonté générale était la plus juste, ce qui fait qu'il ne devait pas y avoir d'intermédiaire. Alors, la difficulté, ça a été la suppression, vous le savez, des corporations, c'est le fameux décret d'Allard, c'est la fameuse loi Le Chapelier, et l'interdiction ensuite d'avoir des syndicats. Alors, forcément, le dialogue social n'était plus qu'une réunion d'individualité et par définition, ça entraînait une certaine forme de violence puisqu'il n'y avait pas de régulation autre que les éclatements de certaines crises, dont la crise de 1848, dont vous avez une représentation à l'image. Alors, je vais très très vite, je ne peux pas rester au 19e siècle, toutefois ça a évolué. Nous savons que sous Napoléon III, finalement, le syndicalisme, enfin les associations, puis le syndicalisme a été reconnu, un peu après pour syndicalisme. Nous savons aussi finalement que la liberté de la presse est revenue, enfin bref. Les choses ont évolué, je ne peux pas m'y attarder, et la naissance des conventions collectives est actée en 1919. Le Code du travail, lui, c'est 1910. Bon, j'avance, je ne peux pas faire autrement, mais nous arrivons au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dont nous parlions ensemble hier, monsieur Cécile, et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, entre autres, décide de revoir, je vais très très vite aussi avec le comité de libération, bref, nous avons un préambule de la Constitution de 1946, et ce préambule nous dit quoi? Ce préambule qui fait toujours aujourd'hui partie du bloc de constitutionnalité qui s'applique en France, il nous dit plusieurs choses. Je rappelle à tout le monde que dans son point 3, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, il assure à l'homme et à la femme un traitement égal. C'est donc constitutionnel, ça fait fort longtemps qu'on l'a oublié, ce serait quand même bien de s'en rappeler, mais c'est un autre sujet. Et il assure aussi à son point 8, la phrase suivante, tout que j'ai sous les yeux, tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Il y aurait beaucoup à dire sur ce principe, 8e principe du préambule de la Constitution de 46 et son application aujourd'hui. Bon. J'avance. On voit bien que par ce préambule de la Constitution de 46, le dialogue social est né. Le dialogue social est né, en tous les cas dans sa forme moderne, puisqu'il est bien dit que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail. Alors ceci va nous amener, et je vais très très vite, ceci va nous amener à une pyramide des normes. Cette pyramide des normes, tout en haut, dans la pyramide que j'ai trouvée sur Internet, la pyramide que vous avez sur l'écran, là, c'est bien évidemment pas moi qui l'ai faite. Vous avez le Code du travail, en fait, au-dessus, vous avez la Constitution, encore au-dessus, vous avez les normes internationales. Passons, en plus, maintenant, nous avons les éléments liés, bien sûr, au droit européen. Bref, nous avons à l'origine le Code du travail, les accords de branche, ça découle, donc la loi, l'accord de branche, l'accord d'entreprise et le contrat de travail. Bon. Ça a été un peu modifié, on s'approche dans le temps, et en 1982 arrivent les premières modifications de cette pyramide. Monsieur Cécile, puis-je vous demander de mettre le slide suivant? Merci beaucoup. En 1982, nous avons les fameuses lois Auroux qui vont instaurer le dialogue social, alors là vraiment contemporain, celui qu'on connaît avec la négociation annuelle obligatoire, avec la citoyenneté du salarié dans l'entreprise, et les lois Auroux vont entraîner de premiers coups de canif, vont porter de premiers coups de canif dans cette belle construction qui est une pyramide assez connue des juristes, puisqu'on peut avoir des inversions, entre guillemets, de hiérarchie. Bon. En 2004, cette inversion ponctuelle de hiérarchie qu'on voit dans la loi Auroux en 82 se précise, puisqu'il est dit que, sauf si que la convention collective de branche doit
se dire impérative pour être de degré supérieur à l'accord de branche. J'avance. En 2008, c'est plus proche de nous. Là, ça va commencer à vous dire quelque chose. Nous avons la loi, une des premières lois du président Sarkozy qui précise qu'en matière de durée du travail, l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche. Puis nous avons la fameuse loi travail du 8 août 2016 qui a entraîné tellement de gens dans la rue qui ne fait que confirmer ce principe. Mais il se trouve que les gens ne connaissaient pas le principe de 2008. Alors elle le confirme et elle l'élargit, c'est vrai. Et nous avons au final, pour maintenant, jusqu'à présent, les réformes Macron en 2017, les fameuses ordonnances Macron, qui vont nous dire que finalement, l'accord de branche ne va plus s'imposer sur les accords d'entreprise, à l'exception d'un certain nombre de sujets, au nombre de 14, je crois, ce qu'on appelle le premier bloc. Autrement dit, aujourd'hui, le dialogue social dans l'entreprise, puisque c'est bien le sujet de ce matin, nous sommes partis d'une époque où il n'y avait pas de dialogue social possible, et maintenant nous sommes partis d'une époque où le législateur favorise le dialogue social dans l'entreprise, lequel a une portée plus importante, à l'exception d'un certain nombre de sujets qui peuvent être les minima de rémunération, les classifications, les assurances sociales, la durée des CDD, la durée de la période d'essai, enfin bref, un certain nombre de thèmes, il y en a 14. Mais au-delà, à côté de ces thèmes qui restent dans la main du dialogue social de branche, le dialogue social d'entreprise prime sur tout accord antécédent ou postérieur. Alors, c'est là qu'arrive la question sur la numérisation du dialogue social. Aujourd'hui, nous avons donc un dialogue social au sein de l'entreprise qui prend une ampleur plus importante que celui qu'il y avait auparavant, et nous avons un certain nombre d'outils, ces outils qui sont à disposition, qui sont pour quelques-uns légiférés, pour d'autres pas encore, mais auxquels on recourt en pratique, qui vont permettre de numériser ce dialogue social. Alors nous avons quoi? Nous avons, à l'origine, je prends les ordonnances Macron quand je dis à l'origine, maintenant je vais prendre l'origine de notre législation actuelle. Nous avons bien évidemment une rationalisation du nombre d'interlocuteurs avec l'employeur, avec la création du CSE. Donc ça, le CSE, ça va permettre, quels que soient les commentaires qui ont été faits, je n'ai pas là-dessus à dire quoi que ce soit, de rationaliser le dialogue qui, il est vrai, avant 2017, s'éparpillait en plusieurs acteurs. Donc, aujourd'hui, nous avions une logique sur laquelle vous reviendrez, monsieur Sicile, qui était la logique de la base de données économiques et sociales, laquelle, nous verrons, a intérêt à être numérisée aujourd'hui. Cette base de données économiques et sociales qui consiste à mettre toutes les informations au même endroit a été suivie en 2017 d'une logique de mettre tous les interlocuteurs au même endroit au sein du CSE. Il n'y a plus de CHSCT, il n'y a plus de délégués du personnel, il n'y a plus un certain nombre d'instances. Vous avez le CSE et les délégués syndicaux, lorsqu'il y a des délégués syndicaux, mais c'est un autre sujet. Les fonctions du CSE ont été redéfinies pour évidemment couvrir tout ce qui était couvert auparavant, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Et nous avons, ça c'est pour le dialogue social, mais qui n'est pas la négociation collective. Toutefois, nous avons aussi eu une ouverture de la négociation collective à d'autres acteurs lorsque le délégué syndical est absent dans l'entreprise. Alors, il y a un certain nombre d'acteurs, nous avons un certain nombre de seuils. On peut faire par référendum, on peut faire avec le CSE, on peut faire avec des salariés mandatés, on peut faire avec des élus mandatés, ou on peut faire, lorsqu'il y a avec un délégué syndical, avec le délégué syndical. On peut aussi dialoguer avec le représentant de la section syndicale depuis 2008. Bon, je vais extrêmement vite, hein. Vous vous rendez bien compte, il y a un certain nombre de choses à dire là-dessus, mais nous avons quand même peu de temps, il est déjà 10h15. Bref, ceci va favoriser le dialogue social, puisque vous l'avez compris, en 2017, tout a été fait et 2016, enfin bref, auparavant, tout a été fait pour pousser le dialogue social et en gros pour que l'entreprise puisse adapter la norme à sa vie quotidienne. On le vit régulièrement au Conseil de prud'homme. Moi qui y siège très souvent, nous ne sommes plus en application de la loi, on est souvent en application d'un accord spécifique de l'entreprise. En permanence, on doit se fonder sur ce que l'entreprise a décidé dans son dialogue social pour voir s'il y a ou s'il n'y a pas une violation de la norme. C'est le nouveau travail du Conseil de prud'homme. Bref, ceci a entraîné une ouverture des outils numériques. Pourquoi? Parce qu'en même temps, le législateur a permis dans la loi un certain nombre de recours, c'est prévu aux outils numériques, par exemple le recours à la visioconférence.
pour réunir le comité social et économique. C'est admis 3 fois en l'absence d'accord, mais autant de fois qu'on veut quand il y a un accord. Et je passe sur les dispositions dérogatoires qu'on a eues en cas de pandémie, mais bien sûr, le numérique a permis la permanence du dialogue et le maintien du dialogue social à distance. Ça vous faisait rire, monsieur Cécile, hier, quand je vous disais il n'y a pas de distanciation sociale. Il y a une distanciation physique et un rapprochement social, puisque le dialogue a été maintenu grâce aux outils numériques. Alors que physiquement, nous sommes tous éloignés. La preuve, vous voyez, je ne suis pas avec vous. Théoriquement, je devrais faire ça devant vous, dans une salle. Bref, les outils numériques permettent donc les réunions du CSE, permettent la négociation à distance. La signature électronique a été reconnue, et notamment la jurisprudence a admis la signature électronique des accords collectifs. Lorsque celle-ci répond aux exigences de l'article 1367 du Code civil, il y a de nouveaux outils qui apparaissent pour un dialogue social à distance, dont, monsieur Cécile, je vous laisserai parler de votre BDES numérique, qui permet de réunir le CSE avec tous les outils sans le faire en présentiel, puisque tout est numérisé, mais aussi simplement la démocratisation, dirais-je, des webcams. Une webcam, ça coûte plus grand-chose maintenant. Et puis, nous avons un certain nombre d'outils numériques qui sont admis aujourd'hui, des sites internet externes, l'affichage sur l'intranet, c'est dans la loi, ça équivaut à l'affichage physique. Nous avons le tractage par email qui est possible quand on a un accord collectif, le développement des SIRH, la gestion à distance des heures de délégation dont M. Cécile va vous parler, mais c'est la même logique, ça vous permet donc de travailler à distance et en fait de totalement numériser le dialogue social. Voilà, nous avons la GED, enfin un certain nombre d'outils qui permettent aujourd'hui et qui se développent finalement de maintenir le dialogue social, le faire à distance. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il vous reste 10 minutes, monsieur Cécile. Vous voyez, c'était quand même très court. Merci. Je vous laisse la parole. Je crois que c'est bon. J'ai plus rien dans mes slides. Voilà, c'est vous. Je vous laisse la parole. On pourra de nouveau interagir à la fin. Merci beaucoup pour cet éclairage et ce challenge d'avoir refait deux siècles en fait d'historique du dialogue social en un quart d'heure. C'est un véritable challenge. Merci. Alors, juste peut-être un petit mot concernant les enjeux qu'on a pu observer auprès de nombreuses entreprises aujourd'hui liés donc au dialogue social. Alors, la première chose, donc il y a des enjeux bien entendu conjoncturels et réglementaires qui ont été un peu évoqués par Maître Hayat. L'idée, c'est bien de comment maintenir le dialogue social en distanciel et en pleine crise sanitaire. C'est quand même bien le sujet. Et on voit bien que les élus sont en première ligne avec la Covid-19. Ils sont sur tous les fronts, sur tous les sujets. Et ces sujets sont vraiment nombreux en cette période vraiment particulière. Alors parmi ces sujets, sachant que les relations du dialogue social c'est vraiment intensifié et en allant crescendo entre les CODIR, les dirigeants et les élus. Alors ces sujets sont nombreux. Il y a les sujets bien entendu liés à l'actualisation du protocole sanitaire, tout ce qui va être les règles de distanciation, les ports de masques, etc. Tout ce qui va concerner les échanges avec l'entreprise sur les principes et la mise en application du télétravail. Et ça aussi, c'est une nouvelle organisation du travail qui requiert beaucoup justement d'exigences, de principes, de protocoles derrière. Les prérogatives aussi de la médecine du travail à l'égard de cette crise sanitaire et parfois même la mise en place, alors c'est une éventualité, la mise en place d'un référent Covid-19 dont c'est une mission volontaire et bénévole, qui doit être exercée durant le temps de travail. Ça, c'est un sujet important. L'organisation du travail, de l'activité partielle, on pourrait dire, et tout ce qui va avec, ses corollaires, le chômage qui va avec, les risques psychosociaux, bien entendu, et puis tout ce qui va concerner les négociations collectives aussi. On pourrait parler des NAO, voire même des négociations collectives liées aux accords d'entreprise. Ça arrive, et même en cette période, il y a des négociations qui se font. Donc l'idée, c'est bien d'assurer la continuité et la permanence finalement de toute cette communication entre les dirigeants et les élus, et d'assurer un suivi étroit. Donc entre les représentants du personnel, sachant que l'impératif, c'est vraiment le partage de l'information en continu en cette période si particulière. Et on va voir que les outils digitaux y contribuent largement, bien sûr.
puisque les élus ont besoin d'être alertés, de bénéficier d'analyses, de remontées d'informations permanentes par rapport à cette situation. Et donc, les outils digitaux, en cette période, jouent un rôle tout particulier et ils sont au service de la performance et de la qualité du dialogue social. Ils contribuent même indirectement à réduire les éventuelles tensions sociales qui peuvent surgir dans les organisations aujourd'hui. Donc, manifestement, il y a une démarche qui est plus virtuelle du dialogue social qui s'instaure progressivement et qui entre dans les mœurs aujourd'hui. Le dialogue social, aujourd'hui, on voit bien que à travers aussi probablement des générations d'élus plus technophiles aujourd'hui, de plus jeunes, plus technophiles, mais on voit bien que le digital devient vraiment la norme aujourd'hui pour communiquer. Et comme le disait Maître Hayat, il y a une distanciation physique, mais un rapprochement à travers le digital, un rapprochement finalement relationnel. Voilà. Donc, parmi les grands sujets, il y a la nécessité d'organiser donc ces réunions à distance sous forme de visioconférence. Là, ça a été largement évoqué. Afin d'identifier d'une part les membres du CSE, de s'assurer de leur participation effective, c'est quand même un sujet, et de retransmettre aussi en continu le son et l'image comme on le fait au cours de ce webinaire ce matin. Et on peut également utiliser tout ce qui est messagerie instantanée de façon à transmettre justement instantanément des messages, des informations. Alors ces outils, on va donc les évoquer, ils sont assez nombreux, c'est une panoplie d'outils digitaux qui peuvent être mis au service du dialogue social et ils sont donc nécessaires au bon maintien et à la permanence du dialogue social aujourd'hui. Alors parmi ces outils, si on arrive aux outils très rapidement, eh bien vous avez des outils de type conférence téléphonique, bien sûr, ça c'est assez simple, messagerie instantanée, bien sûr. On pourra parler aussi de la digitalisation des heures de délégation. Et là aussi, ce sont les outils digitaux qui sont en première ligne pour assurer ce pilotage. Le vote électronique qui existait bien avant finalement cette crise sanitaire, mais qui connaît aujourd'hui une sorte d'apogée pour les élections, mais également pour les approbations lors de négociations collectives. Tous les outils qui vont être liés à la signature électronique. Et enfin, un outil absolument central dont je vais vous parler, qui est la BDES numérique. Et d'ailleurs, c'est une obligation pour toutes les entreprises de plus de 300 salariés aujourd'hui du secteur privé. Voilà, donc tous ces outils sont au service du dialogue social distanciel aujourd'hui. Donc l'idée, si vous voulez, par rapport à cela, c'est donc concernant la BDES et les heures de délégation, la BDES, comme le nom l'indique, c'est vraiment la base centrale qui va concentrer toutes les données liées donc aux salariés, mais également en fait liées aux 3 grandes consultations annuelles du CSE, que sont les orientations stratégiques, la situation économique et la politique sociale et environnementale de l'organisation, et puis tout ce qui est lié bien entendu à l'égalité professionnelle, telle que le prévoit la loi Avenir professionnel de 2018. Donc il y a vraiment un principe un peu gagnant-gagnant qui s'instaure entre les dirigeants des entreprises, enfin l'entreprise et les élus. Donc ce qui s'est produit en fait une fusion des instances à travers le CSE, et d'un autre côté donc ça sert en fait les intérêts de l'organisation, enfin puisque c'est une simplification aussi du dialogue social à travers une seule et unique instance, et de l'autre côté les élus en fait se voient disposer de davantage d'informations, d'indicateurs, d'ailleurs sur l'égalité professionnelle, d'analyse, d'alerte, etc. Se voient également participer davantage, ils ont un droit renforcé par rapport aux négociations collectives. Ça, c'est aussi un autre sujet. Et la BDES vient, en fait, être le socle, l'outil vraiment absolument central qui permet de faciliter toutes ces relations, d'être informé presque en temps réel, d'informer le CSE en temps réel, et bien entendu aussi d'être en totale conformité avec toute la dimension sécuritaire, de confidentialité des données imposée, exigée par le RGPD. Ça, c'est un point important.
Concernant la B2S, et pour finir avec ce sujet, on voit qu'elle évolue, cette B2S, elle n'a cessé d'évoluer depuis 2014, et aujourd'hui on commence à parler, enfin il y a d'ailleurs un projet de loi qui parle de BDESE, exactement, et c'est un projet de loi, enfin c'est un amendement à ce stade de la loi climat et résilience qui introduit une notion environnementale dans la B2S. Donc c'est intéressant, c'est une évolution qui devrait voir le jour dans les prochains mois concernant cette BDES afin que les élus puissent disposer aussi de toutes les informations relatives à l'environnement. Enfin, il y a un autre sujet, alors qu'Altaïs couvre et qui est extrêmement réglementaire, le sujet de la digitalisation des heures de délégation. Alors, c'est davantage là en fait un outil dédié aux élus afin qu'ils puissent déclarer leurs heures d'absence dans le cadre du CSE, et ça permet non seulement en fait de répondre aux principes de capitalisation des heures pour les élus du CSE, mais également de mutualisation de ces heures, voire de report et de donation en fait de ces heures. Donc c'est des principes assez subtils qui proviennent, alors je crois, et je parle sous votre contrôle, maître, des ordonnances Macron, qui ont justement densifié et complexifié un peu ce sujet. Ça vient finalement derrière, enfin, ça oblige les entreprises à se doter d'outils peu dédiés à ces sujets. Donc là encore, le digital est, je dirais, est une réponse dans ce contexte un peu dégradé en fait, social un peu dégradé aujourd'hui, pour justement satisfaire les exigences réglementaires des dernières évolutions. Voilà, donc là, l'idée c'était de vous focaliser sur certains sujets comme la B2S ou les heures de délégation, mais on aurait pu en effet, à travers cette séance, évoquer d'autres outils digitaux, comme la signature électronique, les messageries instantanées, etc. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ces outils sont complètement rentrés dans les mœurs. Ça devient vraiment plus qu'une évidence, c'est la norme aujourd'hui pour les élus, les représentants du personnel, afin qu'ils puissent, je dirais, dans une logique un peu, ou un esprit gagnant-gagnant, instaurer, enfin, dialoguer paisiblement avec les dirigeants des entreprises. Voilà. Voilà. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces outils digitaux, sur les aspects réglementaires, vous avez toutes nos coordonnées. Alors vous avez quelques illustrations là de la B2S. Voilà, c'est un outil donc de pilotage et totalement sécurisé à la fois pour le métier et pour les élus. Et concernant les heures de délégation, vous avez également une petite illustration qui vous permet de voir, d'observer en fait comment les administrateurs peuvent consulter les informations liées aux bons de délégation des élus, aux heures déclarées par type d'absence, par type de mandat, etc. Mais si vous souhaitez plus d'informations, on sera ravi de vous faire des présentations plus avancées de ces outils digitaux. Alors, maître, si vous souhaitez en fait dire un mot, peut-être pour conclure cette séance, ou que vous dire, si ce n'est que alors vous avez aussi abordé beaucoup de sujets. Je confirme que les heures de délégation ont été, alors non pas densifiées, mais le volume a été modifié, leur gestion a été modifiée aussi, un peu complexifiée parce qu'elles peuvent être partagées aujourd'hui, ce qui était déjà le cas avec le CHSCT auparavant, mais pas globalement et pas selon la même façon de faire les choses. Bref, pour le reste, il est difficile de reprendre une présentation de 2 siècles, comme vous me le disiez, en 10 minutes. J'en resterai là. Si les gens ont des questions, bien évidemment, je suis à leur disposition. Il y a mes coordonnées dans les slides. On est à votre disposition. Voilà, merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez plus d'informations, vous avez sur ce slide en effet les coordonnées de maître Michael Hayat, son téléphone et son email, n'hésitez pas, et également les coordonnées en fait de notre coordinatrice commerciale. Donc vous pouvez donc nous contacter à tout moment, et on sera ravis en fait de poursuivre ces échanges avec vous. Merci à toutes et à tous et excellente journée.
Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci, maître.